Vous êtes bien sur France 24 et vous regardez le Journal de l'Afrique. Tout de suite les titres. Dans cette édition, compte rendu de la première audience en RDC dans le procès de Corneille Nangaa, leader politique de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement proche du M23. Au Kenya, le président William Ruto nomme de nouveaux ministres, mais cela ne suffit pas pour apaiser. De nouvelles mobilisations se sont déroulées dans les rues de Nairobi pour manifester contre des atteintes à la liberté de presse. Les Jeux Olympiques de Paris démarrent officiellement ce vendredi, mais les premières épreuves ont déjà commencé. Plusieurs pays africains ont fait leur entrée en lice, notamment dans le football. Ce soir, le Mali affronte Israël, un match sous haute surveillance. Le procès de Corneille Nangaa s'est ouvert ce mercredi en RD Congo. L'ancien président de la CENI est aussi le leader de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire associé au M23 qui contrôle une partie de la province du Nord Kivu. Un premier jour d'audience donc, avec au total 25 prévenus accusés de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Le récit d'Aurélie Bazara-Kibangula. Dans le box des accusés, ils étaient 5 hommes, 20 autres étaient eux absents et seront jugés par contumace. Il s'agit notamment de Corneille Nangaa. Alors c'est l'ancien président de la commission électorale qui a depuis juré de renverser Félix Tshisekedi. En mars, il a fondé l'Alliance Fleuve Congo, un groupe politico-militaire actif dans le Nord Kivu et proche du M23. Sont aussi poursuivis le numéro 1 du M23, Sultani Mukenga, et 2 porte-paroles du mouvement rebelle, Laurence Kanyuka et Willy Ngoma. Tous sont poursuivis pour des crimes de guerre, viol ou encore torture. Ils sont aussi accusés d'être en intelligence avec le Rwanda dans le but de porter atteinte à la République démocratique du Congo. L'État congolais a subi un préjudice vrai, n'est-ce pas? Il est envahi par une rébellion financée, appuyée par des pays ou un pays étranger et d'autres encore. Le préjudice est là, un pays attaqué, des familles décimées, mais c'est ça le préjudice. Ce procès s'est ouvert en présence du ministre de la Justice, Constant Mutamba. C'est lui qui a ordonné l'ouverture de cette affaire. Alors pour rappel, le M23, appuyé par des unités de l'armée rwandaise, a pris le contrôle de vastes pans du territoire du Rutshuru et du Masisi. Près de 3 millions de personnes ont fui les violences des affrontements et vivent dans des conditions inhumaines. Au Sénégal, une association appelée le Collectif des victimes du régime du président Macky Sall a saisi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle réclame l'ouverture d'une enquête concernant, je cite, les crimes et exactions commis durant le règne de l'ancien président. Ce collectif compte plus de 650 familles, des proches de personnes arrêtées ou décédées au cours de manifestations depuis 2021. À Dakar, la correspondance de Sarah Sako. La répression sous Macky Sall a coûté la vie à 80 personnes selon ce communiqué du collectif qui accuse l'ancien chef d'État de crimes contre l'humanité et demande donc au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme son intervention afin d'ouvrir une enquête. Selon Boubacar Seye qui préside ce mouvement, d'autres organisations internationales vont être saisies et début juin, quand le collectif a été fondé, il avait déjà interpellé les autorités sénégalaises afin qu'elles émettent un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président. Une requête restée à ce jour sans réponse, nous a précisé M. Seye. Le militant dit ne pas ignorer la loi d'amnistie qui a été adoptée en mars et qui prévoit donc d'amnistier les crimes commis entre février 2021 et février 2024 en lien avec les manifestations. Mais selon lui, cette loi doit être abrogée et de toute façon, dit-il, son collectif vise une période beaucoup plus large. Du côté du camp de l'ancien président Macky Sall, on balaye d'un revers de la main ces accusations. Abdoumbo, qui est le chef des députés APR, son parti dénonce, je cite, un non-événement et des démarches politiciennes. Le président kényan William Ruto continue ses tentatives d'apaisement dans son pays. Il a nommé 4 figures de l'opposition dans son gouvernement élargi, tous membres du parti de l'opposant historique Raila Odinga. Alors parmi les postes attribués, le ministère des Finances et celui de l'Énergie. De nouvelles nominations qui interviennent après plus d'1 mois de contestation qui a donné lieu à des manifestations meurtrières.
Mais les critiques pourtant se poursuivent et même s'intensifient. Des foules se sont rassemblées dans les rues de Nairobi pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme des tactiques gouvernementales musclées à l'encontre des médias. Sophie Lamotte. Ne tirez pas sur le messager, mettez fin à la brutalité ou encore la vie des journalistes compte. Quelques-uns des slogans qui résonnent dans les rues de Nairobi ce mercredi matin, alors que les défenseurs de la liberté de la presse dénoncent de récentes attaques contre les journalistes. Nous avons décidé de manifester après l'enlèvement d'un journaliste, Macharia Gaito, et de l'assassinat d'une autre journaliste à Nakuru, Catherine, qui a reçu 3 balles. Elle s'est fait tirer dessus par la police, ce qui constitue une attaque directe contre les journalistes. Des attaques à la liberté d'expression qui se sont intensifiées durant les manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté au Kenya ces dernières semaines. Les rassemblements, largement pacifistes à leur début le 18 juin, ont rapidement dégénéré en violences meurtrières. Au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 400 blessés en un mois. Selon les médias locaux, les journalistes qui couvraient les événements ont été la cible de tirs, de gaz lacrymogène et de coups de matraque. Des répressions qui ne sont pas isolées ni accidentelles selon Reporters sans frontières, qui place le Kenya au 102e rang sur 180 pays en matière de liberté de la presse. À chaque fois que nous allons sur le terrain, nous n'avons pas l'impression que notre sécurité est garantie. Nous avons aussi l'impression que des forces sont infiltrées dans les médias pour les discréditer et leur donner une mauvaise réputation. Ces manifestations antigouvernementales se sont récemment étendues à l'Ouganda voisin, où des dizaines de manifestants ont été interpellés et arrêtés depuis le début de la semaine. Changement dans le calendrier du retrait des soldats américains du Niger. Les quelques 200 éléments de la base de drones d'Agadez, dans le nord du pays, partiront finalement début août, bien avant la date limite du 15 septembre. Le régime militaire au pouvoir depuis un an avait demandé leur départ. Et déjà en juillet, les troupes de la base de Niamey avaient tous quitté le pays. Le commandement militaire américain pour l'Afrique se félicite du bon déroulement des opérations. Le retrait se déroule bien. Il est en avance sur le calendrier. Cela est dû à l'excellente coordination que nous avons eue avec nos homologues militaires nigériens, soutenus par les autorités nationales. Notre retrait s'est déroulé sans incident, mais les conséquences pour la sécurité régionale sont très préoccupantes. Au cours de mes entretiens avec vos chefs militaires et gouvernementaux, nous avons partagé les mêmes préoccupations concernant la menace extrémiste violente qui est au Sahel, qui grandit et qui menace de plus en plus les pays autour du Sahel. La Côte d'Ivoire est l'un d'entre eux. Et on reste au Niger qui enregistre une baisse du prix du carburant après plus de 10 ans. Une baisse qui insuffle un vent d'espoir dans la population. Le Niger connaît une inflation continue depuis 2021, exacerbée depuis le coup d'État de juillet 2023. Une baisse très attendue donc par les usagers, alors que le Niger est pays producteur de pétrole depuis 2011. Reportage à Niamey. Une baisse de plus de 7% sur le prix de l'essence, mais aussi sur celui du gasoil. Dans toutes les stations du Niger aujourd'hui, c'est un sentiment de soulagement qui règne. Il faut se le dire, en fait, l'essence c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans le budget à la fin du mois. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et on remercie en tout cas les autorités pour les efforts effectués dans ce sens-là. Et on les encourage vivement. Le plus important, c'est que ça se répercute sur donc, les prix des denrées. Parce que chaque fois que les commerçants augmentent les prix, ils disent que c'est le carburant, c'est le carburant. Donc cette fois-ci, Dieu merci, le carburant est en baisse. Donc on espère qu'eux aussi, ça se répercute sur les prix des denrées alimentaires. Le Niger vit une inflation continue depuis plus de 3 ans, particulièrement sur les produits alimentaires importés dans le pays ces derniers mois. Selon cet agriculteur et commerçant, la baisse du coût du carburant entraînera difficilement une baisse des prix au marché. J'ai utilisé aujourd'hui 6 litres d'essence pour un total de 3 000 francs CFA. En plus de cela, je dois payer les employés qui font le repiquage du riz. Ce sont des coûts difficiles à supporter. On fait de notre mieux, mais ce n'est pas facile. La baisse des prix du carburant est donc mise en place moins d'1 an après la prise de pouvoir de la junte militaire au Niger.
Plusieurs organisations de la société civile dénonçaient depuis plusieurs années le refus des régimes précédents de réduire ces prix plus tôt. Parce qu'à l'époque, les autorités ne veulent pas écouter les citoyens. Pour eux, ils étaient dans la logique du business. Et l'acte le plus important, ce n'est même pas en fait le prix en tant que tel qui est revu à la baisse. Non, l'acte le plus important qui est fondamental, c'est cette attitude des autorités à écouter le peuple. La réduction du prix à la pompe est un résultat que les leaders militaires du Niger mettront sans doute en avant lors des célébrations qu'ils organisent le 26 juillet prochain, premier anniversaire du renversement du régime précédent. Les Jeux Olympiques de Paris seront officiellement lancés ce vendredi avec une cérémonie d'ouverture en grande pompe. Et certaines épreuves ont déjà commencé et plusieurs pays africains ont fait leur entrée en lice, notamment dans le tournoi de football. Le Maroc s'est imposé contre l'Argentine 2-1 avec un but égalisateur de l'Argentine, annulé pour hors-jeu en fin de rencontre. L'Égypte et la République dominicaine ont fait match nul et la Nouvelle-Zélande l'a emporté contre la Guinée. Et en rugby, l'Australie s'est imposée contre le Kenya. Et autre match à surveiller dans la soirée, le match de football Mali-Israël. Alors, compte tenu du conflit israélo-palestinien, un dispositif d'1 millier de policiers a été mobilisé pour assurer la sécurité du match. Sylvain Rousseau est au Parc des Princes à Paris où se déroule la rencontre. Match particulier puisqu'il s'agit de la première apparition d'athlètes israéliens lors de ces Jeux Olympiques. On sait que des menaces considérées comme imminentes et sérieuses pèsent sur cette délégation. Alors match particulier, dispositif de sécurité particulier, 1000 forces de l'ordre sont déployées autour du Parc des Princes pour assurer la sécurité de ce match. À titre de comparaison, il n'y avait que 400 policiers autour du stade Vélodrome à Marseille pour l'entrée en lice de l'équipe de France. Un déploiement de sécurité impressionnant qui n'a pas empêché quelques incidents dans le stade au début du match. Des fumigènes ont été craqués, des drapeaux palestiniens ont été brandis, des cris Free Palestine ont retenti, mais aucune agression en tout cas concernant les athlètes israéliens. Il faut dire que cette délégation de 88 athlètes, plus leur encadrement, bien sûr, est protégée 24 heures sur 24. Leur lieu de résidence est tenu secret. Le budget de la sécurité de la délégation israélienne atteint 1,7 million d'euros. C'est presque 2 fois plus que lors des précédentes éditions des Jeux Olympiques. Et on suivra pour vous le déroulé de ce match Israël-Mali. Merci d'avoir suivi cette édition. Restez sur France 24 car l'information continue. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité.